Bonjour à toutes et à tous. On commence à l'heure. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir, vous, nos invités, à cette table ronde pour débattre ensemble d'un sujet pas si facile, mais d'un sujet d'une très grande importance pour notre société, telle qu'on l'observe, telle qu'on la vit, mais aussi telle qu'on la rêve. Donc, je suis Béatrice Laurent, je suis secrétaire nationale de la Fédération UNSA Éducation, dans l'équipe de direction avec notre secrétaire général Frédéric Marchand que vous entendrez à la fin de ce moment. Et je suis heureuse de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, à vous, nos invités de la table ronde, mais aussi à vous, les participants et les participantes, que vous soyez ici, professionnels des mondes de l'éducation à Champs-sur-Marne, dans les locaux de notre partenaire CASDEN, ou bien ailleurs, dans les régions, puisque vous êtes dans 30 villes de France à nous rejoindre pour ce moment collectif de cette journée. Donc vous êtes dans 30 lieux différents, réunis depuis ce matin, pour la plupart d'entre vous. D'autres, à 6000 km de nous, commencent leur journée par cette table ronde aux Abîmes en Guadeloupe, et on les salue. Et puis, d'autres sont là depuis le matin et ont déjà pu s'exprimer, ont déjà pu s'informer sur ce thème de la société inclusive et de la place de l'éducation dans son avènement. D'autres encore se connectent depuis leur domicile ou depuis leur lieu de travail. En tout cas, vous pourrez toutes et tous vous exprimer, vous informer, réfléchir ensemble, partager vos expériences entre professionnels. En tout cas, on vous remercie toutes et tous d'avoir donné de votre temps, d'Amiens à Sisteron, en passant par Besançon ou Niort. Vous avez vu, j'ai fait nord, sud, est, ouest. Et puis, vous tous, vous allez ensemble nous donner de la force collectivement pour mieux réussir cette éducation inclusive. Je voudrais aussi souhaiter une bienvenue particulière aux responsables nationaux des syndicats de l'UNSA Éducation qui sont ici présents ou à distance parce qu'ils sont coincés dans un train dans cette salle. Luc Faré, le secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, est parmi nous. Stéphane Crochet, le secrétaire général du syndicat des enseignants, est à distance parce qu'avec un problème SNCF. Jean-Marc Boeuf, secrétaire général du syndicat Administration et Intendance, est parmi nous. Gwenaëlle Surel, secrétaire général adjoint du SNPDEN UNSA, le syndicat des chefs d'établissement. Christian Champandal, secrétaire général du SNIA-IPR, le syndicat des inspecteurs du second degré. Et puis Fabienne Rancinan, qui représente le bureau national du SNMSU, le syndicat des médecins scolaires. Voilà, j'espère que je n'en ai oublié aucun. Ils prouvent en tout cas par leur présence tout l'intérêt de notre fédération pour analyser et faire ensemble progresser l'inclusion par l'éducation. Alors, l'UNSA Éducation, pour ce deuxième rendez-vous annuel des métiers, s'empare d'une problématique qui concerne beaucoup de métiers de l'éducation. Vous le savez, nous en représentons plus d'une soixantaine dans 23 syndicats, champs éducation, scolaire, mais aussi éducation populaire, jeunesse, enseignement supérieur, recherche et culture. Une table ronde où nos invités vont nous aider à analyser cette problématique selon différents angles de vue. Le système éducatif, au sens le plus large, c'est-à-dire de la crèche jusqu'à l'université, sur tous les temps de l'année scolaire, mais aussi sur les temps des loisirs, sur les temps des vacances, eh bien tout ça, ça fait une grande complexité. Et on ne peut pas tenter de le comprendre si on n'a pas des points de vue différents. Ici, nous allons parler des enfants, des jeunes, de leurs familles et de tous les professionnels mobilisés pour leur éducation, pour les accompagner vers la voie de l'autonomie, vers leur insertion dans la société par le travail, par l'exercice de leur citoyenneté, par la possibilité d'une vie sociale épanouie. Inclure, c'est vraiment le contraire d'exclure. Donc une société inclusive, c'est une société qui éradique toutes les formes de discrimination. Évidemment, cette société, c'est un idéal. On n'y est pas encore collectivement parvenu. Mais le monde de l'éducation y prend sa part.
nous allons mettre en réflexion cet après-midi comment mieux y parvenir dans le respect de toutes les parties prenantes. Et parmi toutes les discriminations qui persistent dans notre société, nous avons choisi de nous focaliser sur les personnes les plus vulnérables, celles qui sont en situation de handicap, visibles ou moins visibles. Elles représentent 20% de la population française. Cela peut aller jusqu'à 40% si on prend en compte le handicap temporaire. Avant de présenter nos invités et d'entrer dans le vif du sujet, sachez que vous pourrez à tout moment de cette discussion interagir avec nos invités en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 06 25 28 05 08. Un seul numéro, que vous soyez dans cette salle ou n'importe où à distance. Questions, réactions au 06 25 28 05 08. Je vous laisse quelques instants pour noter ce numéro. Awa et Pascal et Stéphanie sont 3 pour recevoir sur les ordinateurs vos messages et elles auront la parole à la fin de l'intervention de chacun et de chacune de nos invités pour que vous puissiez interagir par leur intermédiaire. Vous imaginez bien qu'avec un événement déconcentré de telle sorte, c'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour vous permettre quand même d'agir et d'interagir et de donner vos réactions par rapport à ce que vous allez entendre cet après-midi. À présent, je vous présente nos 4 invités. Monsieur Dominique Leboiteux, bonjour. Vous êtes membre du Bureau national de la Fédération FNACEP. Elle est active depuis 1996. C'est une fédération d'associations nationales et de collectifs associatifs départementaux qui veulent faciliter le parcours scolaire, social et d'insertion professionnelle du jeune, qu'il soit un enfant, un adolescent ou un jeune adulte. En situation de handicap, et vous voulez aussi développer l'accompagnement de qualité en tout lieu et en tous les temps de la vie. Bonjour monsieur, merci. Julia Midlet, bonjour. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Vous travaillez à l'INSPE de Caen. L'INSPE, c'est un Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Vous êtes responsable de formation KPI, encore un autre acronyme qui veut dire Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. Et vous êtes également auteur d'ouvrages qui font référence dans ce domaine. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous en aviez 3 en préparation, mais il y en a un qui est déjà sorti, qui est réédité régulièrement, qui s'appelle L'école inclusive, un défi pour l'école, et qui est édité par ESF Sciences Humaines. Merci Madame Midlet. Jean-Louis Garcia, bonjour. Vous êtes président de l'APAJH, un mouvement citoyen. L'APAJH, elle milite pour une société inclusive, tout handicap, tout âge de la vie. Elle gère près de 700 établissements et services du secteur médico-social. Merci à vous d'être là. Et pour finir ce plateau, nous accueillons aussi Anne Barbero. Anne Barbero, vous travaillez à l'administration centrale d'un grand ministère qu'on peut nommer puisque c'est celui de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et vous étiez jusqu'à il y a peu de temps en charge de l'inclusion des personnels dans ce grand ministère qui emploie 1 200 000 agents. Et vous êtes aussi une militante du syndicat Administration et Intendance, membre du Bureau national et trésorière adjointe. Merci Anne d'être avec nous aussi cet après-midi. Finalement, à vous 4, vous pouvez représenter toutes les personnes qu'un enfant, un jeune, va rencontrer dans son parcours d'inclusion. De sa naissance à sa vie adulte, parce que c'est un parcours. Ce n'est pas une autoroute bien droite, avec une voie normale, une voie pour doubler, pour les plus rapides. Non, c'est un parcours avec des obstacles, comme un parcours d'orientation ou un parcours sportif. Ce n'est pas linéaire et surtout, il n'y en a pas un unique qui s'appliquerait à toute une génération d'enfants. Et dans ce parcours, il va y avoir des rencontres plus ou moins facilitantes, plus ou moins conciliantes, plus ou moins bienveillantes.
Alors, pour entrer dans le vif de notre propos, je vais donner la parole à Monsieur Le Boiteux. Votre organisation, la FNACEP, représente des familles organisées en collectif, en association pour sans doute se donner plus de force et de solidarité pour vivre et affronter ces parcours pour leurs enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers. La loi de 2005, c'est la première à avoir fait bouger la société pour les personnes en situation de handicap. C'est à partir de ce moment-là que pour le grand public, au grand jour, sont arrivées des notions comme accessibilité, compensation, et puis peu après, cette notion d'inclusion. Donc tout d'abord, Monsieur Le Boiteux, est-ce que vous pouvez nous dire comment les familles que vous représentez vivent ce concept d'inclusion? Merci. Tout d'abord, pour situer un petit peu historiquement la FNACEP, le premier combat a été mené en 1982 par des familles qui se sont dit mais notre enfant ne peut pas être accueilli à l'école ordinaire sans un accompagnant. Et donc ça a été la naissance du premier auxiliaire d'intégration scolaire, puisqu'on parlait d'intégration à l'époque. Petit à petit, ça s'est mis en place dans un certain nombre de départements. Et en 1996, vous situez cette date-là, c'est la date où nous avons fait fédération, parce que 10 associations départementales avaient monté les AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Voilà, on voit maintenant ce qu'ils sont devenus, mais ces associations ont été gestionnaires, hein. C'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans la gestion, alors que nous, à la FNACEP, par exemple, on estime qu'on n'a pas à être gestionnaire. Ce qui fait qu'en 2003, lorsque l'éducation nationale a CDIsé ces AVS, eh bien, on était assez content d'être un peu déchargé de la gestion de tout ça. Deuxième point, on parle plutôt de l'adjectif inclusif que d'inclusion. Hein, c'est quelque chose qui nous paraît école inclusive, éducation inclusive, société inclusive, qui paraît mieux cerner la problématique. Alors vous situez qu'il y avait eu des avancées, bien sûr, il y a eu 2005 avec la compensation et l'accessibilité. C'est aussi quelque chose qu'il faut rajouter, c'est depuis 2006, puis ratifié par la France en 2010, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui du coup, entre par le droit. Et là, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. C'est un droit. Hein. Et puis, il y a le concept d'école inclusive qui a été notamment porté par des organisations internationales. Je pense à la déclaration de Salamanque de l'UNESCO, qui en fait un concept éminemment pédagogique. Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires. Principe de Salamanque. Définir l'école inclusive. Alors, je vais me remettre sur tout un travail que nous avons fait vers une école inclusive. Alors, vous aurez la possibilité d'avoir tous ces documents, hein, c'est pas un souci. Pour des parcours réussis d'élèves et étudiants en situation de handicap. Pour nous, l'école inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves. Les élèves allophones, les élèves ayant des troubles invalidants de santé, les élèves de familles itinérantes et de voyageurs, les élèves avec des troubles des apprentissages, les élèves en situation de handicap. C'est-à-dire que les élèves en situation de handicap sont une des situations des élèves à besoins éducatifs particuliers. Associée principalement à ces derniers, elle ne deviendra réalité que lorsqu'elle prendra pleinement en compte les besoins de tous les élèves, notamment à travers une conception universelle des apprentissages. Ensuite, une nouvelle organisation structurelle de l'école est à mettre en œuvre pour réussir l'école inclusive. Elle doit intégrer une dimension inclusive systématique dans les projets des établissements. Les programmes et les méthodologies d'évaluation scolaire doivent être revus.
Les formations doivent être proposées au personnel en groupe interprofessionnel pour faire culture commune. Les dispositifs d'appui et de scolarisation, les ULIS, etc., les unités d'enseignement externalisées, doivent se diversifier pour développer et expérimenter des approches complémentaires et coopératives permettant de construire des parcours de scolarisation fluides. Quelque chose d'important, et on n'a pas peur de le dire, même si on a été au départ sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap par des AVS. Aujourd'hui, l'école inclusive, ce n'est pas plus d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, d'AESH. Ce n'est pas en les multipliant qu'on va réussir une école inclusive. Et ça, c'est quelque chose qui, petit à petit, nous est apparu, et je vous ferai tout à l'heure des propositions que nous sommes en train de réfléchir, justement pour une transformation de ces AESH. Peut-être, Monsieur Le Boiteau, on peut en arriver à vos propositions. Qu'est-ce que vous proposez pour mieux réussir sur justement cette éducation inclusive, notamment avec l'évolution du statut des AESH que vous avez pensé et que vous essayez de faire avancer, enfin en tout cas que votre fédération porte comme proposition d'amélioration? Alors, pour l'instant, c'est encore au travail. Hein. C'est un document de travail et nous essayons surtout de voir si on peut être plusieurs à travailler autour du même projet, des mêmes propositions. Ben, c'est pour ça qu'on vous donne la parole pour nous l'expliquer. Merci. Donc, nous avons une démarche d'analyse. La mise en œuvre de l'école inclusive repose sur plusieurs facteurs coordonnés. L'organisation structurelle de l'école, le fonctionnement des établissements, programmes, évaluation scolaire, formation des personnels, diversification des dispositifs, coopération interne, ça c'est quelque chose qui nous paraît essentiel. La diffusion de la recherche pédagogique qui existe, y compris dans d'autres pays, la diffusion d'outils et matériels numériques et techniques, la coopération avec des partenaires extérieurs et l'aide humaine. S'agissant justement de l'aide humaine, les AESH sont des éléments du processus, mais pas le premier à rechercher à mettre en œuvre. Nous demandons qu'une réflexion s'engage autour des notions d'accessibilité et de compensation à l'école, comme c'est évoqué dans la recommandation numéro 37 du CNCPH. Le CNCPH a fait un gros boulot, un gros travail sur 45 ou 44, je ne sais plus, recommandations. Et dans la recommandation 37, elle est développée ainsi: en lieu et place des AVS mutualisés, étudier l'affectation d'acteurs d'accessibilité. C'est le titre que l'on souhaite leur donner. Acteurs d'accessibilité au sein des dispositifs scolaires permettant de développer une logique prioritaire d'accessibilité avant d'envisager, si nécessaire, un accompagnement individuel dans le cadre de la compensation. Donc les deux choses, accessibilité et agent d'accessibilité, avant même de penser à un accompagnement individuel. Donc, votre idée, c'est que chaque établissement ou chaque groupement d'écoles ait ce type de personnel encadrant, enfin qui aide les équipes et qui s'appellerait un agent d'accessibilité. Absolument, absolument. L'accessibilité, c'est l'accès à tout pour tous. Hein, et c'est centré sur l'environnement de vie et son adaptation. Alors souvent, on parle d'accessibilité du bâti, etc., etc. Là, il ne s'agit pas que de ça. Hein. L'accessibilité, ça dépasse le bâti, hein, bien évidemment. C'est aussi l'accessibilité aux apprentissages. C'est essentiellement, oui, l'accessibilité aux apprentissages. L'aide humaine mutualisée, elle nous semble insuffisamment définie. Elle nous semble poser au jour d'aujourd'hui un certain nombre de difficultés. La définition de l'aide mutualisée génère des insatisfactions, hein, et une inflation exponentielle de la demande d'AESH. Donc la proposition de cadrage, l'aide humaine individualisée qui est soutenue et continue en compensation, serait sur la compensation de la situation de handicap. Très bien. Le besoin d'appui pédagogique et d'adaptation de l'environnement scolaire qui est notifié par la MDPH dans le PPS. Et la réponse à ces besoins est mise en œuvre par des agents d'accessibilité dans les écoles et les établissements scolaires coordonnés par les PIAL, etc. etc. Vous connaissez le système.
Alors, nous avons 4 types d'activités qui seraient à proposer à ces agents d'accessibilité. Hein, en fait, ce que l'on propose, c'est de considérer les actuels AESH, les EA, je les dans le désordre, excusez-moi. AESH. Les AESH collectifs comme des agents d'accessibilité en complétant leur référentiel d'activité. Alors bien sûr, je me tiens à votre disposition parce que ce sera un peu long de tout ça, mais ne développez pas tout de suite. De ne pas développer, mais c'est contribuer au fonctionnement inclusif de l'établissement, c'est contribuer à intégrer l'approche inclusive à l'animation éducative pour les élèves à besoins éducatifs particuliers scolarisés dans l'établissement. C'est assister l'enseignant sous l'autorité, bien sûr, de ce dernier et sans se substituer à la responsabilité pédagogique, et accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers dans l'accès aux activités d'apprentissage scolaire, éducatives, culturelles, sportives, artistiques et professionnelles. Merci, Monsieur Le Boiteux. On y reviendra peut-être tout à l'heure par des compléments, par les questions. Je vous rappelle que vous pouvez interagir au 06 25 28 05 08 si vous voulez poser des questions par écrit pour préciser peut-être quels seraient ces agents d'accessibilité. Alors parlons de l'école à présent, de l'école vue de l'intérieur, avec vous Julia Midley qui formait en INSPE des enseignants qui ont décidé, et des enseignantes bien sûr, qui ont décidé de se spécialiser pour occuper des postes fléchés sur l'inclusion. L'école, c'est bien l'endroit qui accueille de manière obligatoire tous les enfants de 3 à 16 ans, finalement, peu y dérogent. La loi pose le cadre, dans le code de l'éducation. Je vais vous le citer quand même parce qu'il faut toujours avoir le cadre. Hein. Ça, c'est un impondérable dans nos métiers. Le service public d'éducation contribue à l'égalité des chances et il contribue à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Donc ça, c'est le Code de l'éducation. 2005, 2013, des étapes pour le cadre légal. On peut assez aisément dire que le système scolaire a remplacé le mot intégration par le mot inclusion. On va quand même se redire que le système scolaire, c'est 12 millions d'enfants et de jeunes accueillis et 1,2 million de personnel pour s'en occuper, dont 820 000 enseignants et enseignantes. Alors le haut de la pyramide, vers la rue de Grenelle, là-bas, a d'abord décidé de changer des sigles. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les CLIS sont devenus des CLIS. C'est assez aisé avec un I. Donc les classes pour l'intégration scolaire sont devenues des classes pour l'inclusion scolaire. Évidemment, ça n'a pas suffi à changer la donne. Alors, on a inventé de nouveaux acronymes. Voici l'ULIS qui apparaît, l'unité de localisée pour l'inclusion scolaire. Mais apparemment, ça ne suffit toujours pas. Alors, Julia, de votre place de chercheuse, comment vous observez cet avènement de l'école inclusive? Est-ce que vous pouvez nous dire si changer des sigles, c'est magique? J'ai bien peur que non. Ah. Ce serait trop simple. Non, vous l'avez bien noté, le changement de sigle, en fait, ne fait pas tout si ça ne réinterroge pas en fait les pratiques. Mais réinterroger les pratiques, ça veut dire que potentiellement ça bouscule. Ça bouscule et ça fait mal. Ça ne se fait pas tout seul. Ça veut dire que quand on va parler de formation, c'est à la fois toucher la formation initiale, mais aussi la formation continue. C'est un travail monstrueux, je vais oser le dire. C'est pas très joli, mais c'est un peu ça. Ne serait-ce que parce que vous avez pris l'exemple des ULIS. Passer d'un système de classe à un système de dispositif, c'est pas la même chose. Alors, moi, j'ai identifié 3 enjeux là, pour vous présenter dans le temps qui m'est imparti. 3 enjeux, alors pour vraiment bien les positionner. Donc, ce sont des enjeux de formation qu'on va retrouver dans les INSPE, hein, c'est pas que à Caen. Mais enjeux de formation qui ne sont pas uniquement à destination des futurs enseignants spécialisés. Ce sont les mêmes enjeux de formation que nous avons choisi de défendre, y compris dans la formation initiale des enseignants,
Pour ma part, j'ai la chance d'intervenir auprès des ergothérapeutes. Ils y ont droit aussi. J'interviens auprès des AESH. C'est la même chose. C'est-à-dire que ces enjeux que je vais vous présenter assez rapidement, ce n'est pas une fainéantise de ma part, mais je présente exactement la même chose, quels que soient les professionnels que j'ai en face de moi, puisque l'objectif, c'est de faire culture commune. Pour moi, en fait, c'est la base. Tant qu'on n'a pas fait culture commune, tant qu'on ne parle pas de la même chose, ça va être difficile de construire des murs sans que ça se casse la figure. Donc le premier enjeu qui a déjà été un petit peu abordé, c'est déjà être au clair sur qu'est-ce qu'on entend derrière éducation inclusive. C'est important parce que quand on regarde les textes, les références législatives, on voit une confusion entre école inclusive et éducation inclusive. Or, ce n'est pas du tout la même chose. École inclusive, on s'adresse à des élèves dans un établissement scolaire, ce qui sous-entendrait, je mets plein de guillemets, même si ça ne se voit pas, que finalement, ce sont les professionnels qui travaillent à l'école qui seraient responsables de la mise en œuvre, en fait, finalement, de l'accessibilité, non seulement du bâti, mais aussi des apprentissages. Quand on va parler d'éducation inclusive, le champ est beaucoup plus large. Je vous invite à le voir sur cette idée de ce sont tous les lieux et tous les temps où un enfant est en train d'apprendre. Et je dis bien enfant, je n'ai pas dit élève. Parfois il est enfant, parfois il est élève, parfois il est apprenant. Donc il y a différents lieux, il y a différents temps. Ça veut dire qu'il y a différents professionnels. On va parler du périscolaire, on va parler du scolaire, on va parler du temps de la cantine, de la récréation, mais aussi des lieux culturels, sportifs, tout ce que vous voulez. Mais ça veut dire, c'est une façon peut-être d'apaiser quelques tensions, que ce n'est pas l'enseignant tout seul qui va tout porter, ce n'est pas l'AESH tout seul qui va tout porter. Il y a bien cette idée d'avoir une dynamique collective. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu à défendre. Le deuxième, qui en découle, c'est de pouvoir développer ce qu'on appelle le travail en intermétier. Travail en intermétier, ça veut bien dire qu'il y a, alors pour moi c'est évident, donc je vais les rendre le plus explicites possible, là aussi 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est savoir coopérer. Le deuxième, c'est vouloir coopérer. Et le troisième, c'est pouvoir coopérer. Savoir coopérer, vous voyez, ça veut dire développer des compétences qui soient communes à tous ces professionnels qui vont être amenés à un moment donné à accompagner un jeune, je n'ai pas dit un élève, un jeune, pour pouvoir finalement être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ce travail-là, il est fondamental et j'ai tendance à dire que ce serait le premier travail, on va dire, innovant, qui serait de former au même endroit, en même temps, les éducateurs spécialisés, les AESH, les enseignants, les chefs d'établissement, même pas forcément sur des formations très longues, mais au moins un temps où tout le monde est au même endroit pour pouvoir parler de la même chose. Ça, tant que ce n'est pas posé, à mon avis, il ne va pas se passer grand-chose. On pourrait rajouter le vouloir coopérer. Vouloir coopérer, ça veut dire avoir les compétences qui permettent d'oser aller voir ce qui se passe chez les autres et oser les autres venir voir ce que je fais. Ça, c'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes. Il faut accepter qu'on puisse voir ce qui se passe, accepter de partager ces outils. Alors, on pourrait dire que assez facilement, dans les enseignants, vous avez plein de stagiaires qui passent dans vos classes. Ça se fait, il n'y a pas de souci. C'est pas la même chose d'aller voir comment ça se passe chez un ergothérapeute. C'est pas la même chose que de laisser rentrer un ergothérapeute dans sa classe. Ça veut dire que, vous voyez, je dirais un mélange des genres professionnels est aussi fondamental pour pouvoir s'assurer en fait d'avoir un regard multiple sur les besoins du jeune. Parce que en fait, finalement, ce n'est pas qu'un élève. Il y a plein d'autres choses en fait qui jouent. J'ajoute maintenant le pouvoir coopérer. Alors, on va dire de manière très lâche, il y a des éléments sur lesquels je n'ai aucun impact. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous donner comme exemple, c'est un idéal. Mon idéal, ce serait de dire que je vais parler aux enseignants et aux AESH, ce serait que dans votre temps de service, il y ait des heures qui soient dédiées, non pas face à des élèves, mais entre guillemets juste pour parler avec l'AESH, pour vous mettre d'accord sur ce qu'il faut faire. Juste pour parler avec vos autres collègues des années d'avant ou des années d'après, pour savoir ce qui va se passer pour ce jeune. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Qu'est-ce qui a été testé? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est-à-dire ce temps-là, qui ne soit pas un temps entre deux portes. Le temps entre deux portes, en fait, finalement, ne laisse pas de traces et ne permet pas d'accompagner au mieux chacun des jeunes. C'est là où on peut rencontrer une difficulté, parce qu'il y a des professions pour lesquelles ces temps de concertation font partie du temps de service.
chez les enseignants, ce n'est pas dans le temps de service. Donc on peut comprendre que ce soit difficile, quand on n'est pas du milieu enseignant, d'avoir en face de soi un enseignant qui ne veut pas avoir une réunion à 18h parce que sa journée elle est terminée. La même chose pour les AESH, c'est tout à fait entendable. Une fois que le service est fait, pourquoi vous en demandez plus alors que potentiellement, entre guillemets, vous n'êtes pas payé pour. Alors même si vous êtes tous convaincus, vous êtes tous là pour les élèves que vous accompagnez, j'ai aucun doute là-dessus, mais c'est quand même un pilier assez fondamental. Ça veut dire qu'on va parler là de parcours de formation du jeune et pas uniquement de son projet scolaire. Et le troisième enjeu, évoqué aussi en quelques mots, c'est de bien distinguer les concepts de compensation et d'accessibilité. C'est-à-dire qu'historiquement, en France, en fait, on est beaucoup passé par la compensation. On a un jeune qui est différent, donc on va mettre des choses spécifiques parce que ça ne change pas ce qu'on fait d'habitude, mais ce jeune-là, au moins, il y a quelque chose pour l'aider en plus. Que ce soit à travers la loi Dion-Sferry 2005, mais aussi des enjeux qui sont défendus à l'échelle internationale sur qu'est-ce que c'est qu'une dynamique inclusive. Il y a bien cette idée, vous l'avez évoqué, d'accessibilité universelle des apprentissages. Et ça, c'est une sacrée bascule à faire, c'est-à-dire que c'est toute une réflexion sur finalement quels sont les gestes professionnels que je pense, que je mets en amont pour éviter, je vais mettre une expression entre guillemets, de perdre des élèves en cours de route. C'est-à-dire que ce sont des éléments, je vais vous donner un exemple très basique, voire caricatural, je suis désolée, mais on va vous dire, quand vous avez un élève dyslexique, il faut écrire en police 14, double interligne, etc. Bon, je vais vous le dire de manière très triviale, faites-le pour tout le monde. Bon, sauf si vous êtes fâché avec la photocopieuse et que vous avez un nombre de photocopies limité, mais à la limite, si vous le faites pour tout le monde, ça ne va pas vous faire du boulot en plus. Franchement, bon, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça en fait qui sont à penser d'abord en termes d'accessibilité avant d'aller sur la compensation, parce que cette logique qui a été mise en place contre nous parfois, elle nous incite en fait à appuyer encore plus la différence d'un élève pour penser les adaptations avant de s'y intéresser en tant qu'apprenant tout court, qui va avoir des difficultés à rentrer dans les apprentissages. Ouais, en fait, c'est le but du jeu de l'apprentissage, c'est d'être en difficulté, sinon on n'apprend pas. Donc c'est pas parce qu'il est avec une étiquette de besoin particulier qu'il va forcément avoir plus de difficultés que les autres. Tout le travail des professionnels va être de penser la situation d'apprentissage, l'environnement, pour lui permettre, dans la mesure du possible, d'y avoir accès. Et si ça ne suffit pas, on pourra alors mettre en place des compensations. Donc là, voilà, vous avez rapidement les 3 enjeux majeurs sur lesquels, en fait, on est amené à travailler pour pouvoir faire changer, faire évoluer les pratiques. Merci beaucoup, Madame Midley. Vous êtes top dans le temps imparti, incroyable. C'est un métier. Hein. Alors, on reviendra sans doute après par les interventions, par notre numéro de téléphone que je rappelle, 06 25 28 05 08, pour interagir avec les propos de nos invités. Et je vais donner la parole à Monsieur Garcia pour nous parler peut-être de après l'école ou de quelle alternative à l'école. Alors, je rappelle à tout le monde que vous êtes le président de l'APAJH, Association pour adultes et jeunes handicapés, une association qui porte un projet pour faire vivre l'égalité, pour que l'utopie d'une société inclusive devienne une réalité. Une association qui gère beaucoup de centres, plus de 700, pour accueillir des personnes, des enfants, des adultes en situation de handicap. Alors cette année, l'APAJH fête ses 60 ans. Et vous avez quand même une histoire particulière à laquelle nous sommes liés, nous, l'UNSA Éducation. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par nous dire comment cette association est née ? Oui, avec plaisir et heureux d'être et à la CASDEN et invité par l'UNSA Éducation. L'APAJ est née en 1962 à Paris, d'instituteurs parisiens. J'utilise toujours le mot instituteur. D'instituteurs parisiens qui posaient 2 questions en 62. Pourquoi on les met à part et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà comment est née l'APAJ. On se qualifie de mouvement citoyen, ça veut dire qu'on n'est pas un mouvement parental, même si parmi nous il y a beaucoup de parents, d'enfants ou d'adultes en situation de handicap.
Et on est une organisation porteuse de valeurs. Laïcité, citoyenneté, solidarité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire pleurer les chaumières sur le handicap. On ne va pas faire la quête dans la rue. Hein, on discutaille avec les pouvoirs publics pour avoir les bons budgets. Ça, c'est le droit. La quête, ce n'est pas le droit. Je suis par ailleurs un retraité de l'éducation nationale, instituteur spécialisé. Voilà, ça c'est la page. Et vous dites que nous gérons un peu plus de 700 établissements et services. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, fin 2022, ce n'est pas une honte. Même si ici ou là, on clame la fermeture des établissements au motif de la société inclusive. C'est de la folie furieuse. Alors on se sert de la Convention des droits, mais on s'en sert mal. La page gère tout type de handicap. C'est-à-dire que nous prenons en compte des enfants, des jeunes, qui vont à l'école de tous, avec les accompagnements nécessaires, et ça se passe bien. Et puis nous gérons dans des structures adaptées des enfants, des jeunes qui ont des handicaps lourds, des difficultés grandes. Et si notre objectif, c'est le respect de l'enfant ou du jeune, ce n'est pas de le faire souffrir parce qu'on est porteur de dogmes, mais si c'est ça notre préoccupation, eh bien il y a des lieux avec des professionnels dont le métier est l'accompagnement de handicaps singuliers, particuliers, compliqués. Alors, bien évidemment, l'éducation appartient à l'éducation nationale. Et bon, moi, je suis un vieux président national, donc j'en ai vu de toutes les couleurs des responsables politiques. On a signé un accord cadre avec l'éducation nationale parce qu'il nous semblait important que l'éducation nationale toute seule ne pouvait pas réussir, que le médico-social tout seul ne pouvait pas réussir, et qu'il fallait bâtir des passerelles, des partenariats, pour qu'ensemble, avec cet objectif de l'émancipation du jeune, on travaille chacun avec ses compétences. Donc j'ai signé un accord cadre pendant le quinquennat Hollande en 2013. Je l'ai re-signé avec Blanquer parce qu'il ne pouvait pas suivre ce qu'avait signé Peillon. Ce que je dois dire au bout de 5 plus quelques mois maintenant, c'est que c'est compliqué. Vous l'avez dit. Peut-être que la volonté de coopérer est là. Sauf que c'est très très compliqué. Le ministre envoie, le DAZEN, il prend en compte, il ne prend pas en compte. Et quand je fais le bilan de la coopération sur les territoires à Page, ce sont quand même 14 000 salariés dont le métier est le handicap. Donc on a une force, une capacité à coopérer, à travailler ensemble. Je ne vais pas dire que c'est électroencéphalogramme plat, mais pas loin. Et quand on me demande des exemples, j'en attrape un, j'en attrape deux, mais je n'attrape pas 18. Ce qui veut dire qu'au fil du temps, malgré la pugnacité, malgré la volonté de coopérer, les choses ne sont pas simples. Alors, aujourd'hui, on vit des moments compliqués. Le SE-UNSA, l'UNSA Éducation, participe à la commission éducation du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Moi, de ma fenêtre, je dis c'est dramatique ce qui s'y passe. Or, l'intégration dans une classe ordinaire à tout prix, point de salut. Et ce que défend la page, c'est qu'on n'est pas sur cette ligne-là. Nous pensons que la loi de 2005, qu'est-ce qu'elle demande ? C'est l'inscription à l'école de proximité. C'est ça qu'il y a dans la loi, et c'était ça l'avancée.
Vous êtes parent, vous avez 2 gamins, un qui est en situation de handicap, l'autre qui ne l'est pas. Avant 2005, le petit en situation de handicap, la maman, le papa, n'avaient pas le droit de rentrer dans l'école pour dire il a 3 ans, je l'inscris. Il fallait aller ailleurs. Bon, la loi de 2005, c'est cette avancée. Mais il n'a jamais été écrit dans la loi de 2005 que l'inscription valait place dans l'école qu'on va qualifier d'ordinaire. C'était ensuite à organiser. Et que le secteur médico-social pouvait être la réponse. Aujourd'hui, en 2022, là, maintenant, avec une conférence nationale du handicap pour le printemps prochain qui se prépare, ce n'est pas la querelle des anciens et modernes, mais ça y ressemblerait. Hein. Vous avez une parole très dogmatique, mais qui ne prend pas en compte les spécificités du handicap. On a des jeunes polyhandicapés avec des vulnérabilités grandes. Se pose vraiment la question, est-ce que c'est l'intérêt de cet enfant d'aller faire le nombre d'heures qu'il a à faire pour avoir une scolarité? Ce que je vois aussi en tant que responsable national, on est en train de voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'évolution, la place à l'école de tous, les structures du médico-social, il ne faudrait pas que derrière le logo école inclusive, ce soit faire plus avec moins de moyens. Je prends un exemple. Les enfants autistes, les pouvoirs publics, et c'est bien, ont créé les unités d'enseignement maternel et élémentaire. 7 gamins, pas 8, 7. Un enseignant spécialisé et une équipe du médico-social. Nous en gérons. Et quand on regarde ces gamins à la rentrée de septembre, qu'on les observe en décembre, ils ont fait des évolutions extraordinaires. Mais les pouvoirs publics ont mis des moyens importants. Ça veut donc dire que les moyens sont un levier pour faire évoluer les choses. Et donc on ne peut pas faire ça avec moins de moyens. Et quand on regarde le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023, on se rend bien compte que le compte n'y est pas. Le quoi qu'il en coûte dont on a entendu parler il y a quelque temps ne s'applique pas au projet de loi de financement de la Sécu, et l'éducation nationale est accrochée parce qu'on a les mêmes sujets, on est en lien sur les deux. Alors, par rapport à ce projet de loi, et ça rejoint, j'écoutais avec intérêt tout à l'heure les retours d'ateliers, même si je n'y ai pas participé ce matin, nous avons fait le choix en tant qu'APAGE cette année, bien sûr, de soutenir des amendements liés au projet de loi, portés par d'autres, mais pas s'ils nous semblaient pleins de sens. Mais on a fait, alors, pur sucre APAGE, des amendements portés par des députés qui vont être portés par des sénateurs exclusivement sur les AESH. Parce qu'il nous semble qu'il était important d'attirer l'attention de la représentation nationale sur ces professionnels qui contribuent à la bonne marche de l'arrivée de ces enfants à l'école. Et ça passe à travers un métier, avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière en termes de choix de carrière, une vraie rémunération et pas un salaire de misère, et une vraie formation. Alors, ça a évolué au moment de la CDIsation, effectivement, il y a des choses qui ont bougé, mais on est loin du compte si on veut avoir des... Alors moi, je parle toujours de collègues puisque j'ai fait partie de l'éducation nationale. Des collègues qui aient la compétence pour ne pas faire à la place d'eux, mais être à côté pour aller vers cette émancipation des enfants. Moi, ce que je crains quand on a été enseignant, je pense qu'on le reste longtemps. Quand on a été syndicaliste aussi. J'observe ce qui se passe. Le danger
le danger aujourd'hui. Parce que le débat est violent. Moi, je peux vous dire qu'au sein du monde associatif, c'est violent. Je pense qu'ailleurs aussi. Quand vous avez un ministre, alors, maladroit dans son expression, mais qui défend l'existence des instituts médico-éducatifs, il faudrait qu'il travaille son expression, mais sur le fond, sur l'idée, je partage ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous manquons de place dans le médico-social qui permettrait de travailler mieux éducation nationale et médico-social. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des enfants sans solution, des familles en souffrance, et que de partout, on essaie de forcer la porte, et de forcer la porte de l'éducation nationale, avec le danger de mettre en difficulté des collègues enseignants, de mettre en difficulté un enfant. Et comme je commence à être un vieux machin, j'ai entendu à une époque des syndicats dits enseignants dire surtout cela, pas chez nous, il faut les laisser dans le médico-social. Je sais que ce n'est pas ce qui est porté par l'UNSA Éducation. Mais à force de mettre en difficulté, on pourrait arriver à des positions de rejet, alors que le monde enseignant est bienveillant et accueillant. Mais il faut qu'on ait les moyens de travailler sur cette coopération. Ça passe par ça. Les rares endroits où nous avons pu travailler avec un DAZEN qui a ouvert les portes, dans une circonscription, les collègues de l'Éducation nationale, les collaborateurs de la page, les AESH, on a fait des pas de géant parce qu'on a pris des sujets par le bon bout et non pas par la violence. Merci, Monsieur Garcia. On va finir ce tour de table avec vous, Anne Barbero. Des personnes vulnérables, il y en a aussi parmi les personnels. Parmi les personnels que nos syndicats représentent, handicap de naissance, maladie, accident. On parle aussi beaucoup d'épuisement professionnel actuellement qui donne aussi des empêchements au travail. Pouvez-vous nous dire comment un grand ministère comme celui de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui, je le rappelle, emploie 1 200 000 agents, se préoccupe de cette question de l'inclusion? Alors déjà, pour commencer, notre ministère ne fait pas d'inclusion. Pour le moment, elle fait de l'intégration. C'est assez révélateur. C'est-à-dire que nous n'avons même pas encore opéré notre mutation vers l'inclusion. La politique handicap ministérielle est gérée et pilotée nationalement par la mission d'intégration des personnels handicapés. Bon. Donc, effectivement, il me semble, que nous allions vers l'idée de l'inclusion, parce que nous avons aussi, je crois, un devoir d'exemplarité en matière d'inclusion, puisque nous concourons à ce que les jeunes aient des compétences et à ce qu'ils obtiennent des diplômes. Et par voie de conséquence, il faudrait également que nous puissions leur dire « mais oui, vous pouvez venir travailler chez nous. Nous pouvons tout à fait vous accueillir parmi nos personnels. » Bon, or, pour le moment, ça reste un peu compliqué. Alors, je vais être très administrative, hein, je vais vous donner des chiffres. Nous sommes loin de l'obligation légale, hein, des 6%, puisque nous sommes là, pour les derniers chiffres que nous avons et qui sont encore un peu provisoires, on va dire, de 2021, nous sommes à 3,38%. Sachant que sur le pourcentage qui a été le plus élevé, c'était en 2018 et c'était 3,71. Alors pour vous donner, pour vous le traduire en nombre de personnel, c'est environ, c'est entre 34 et 35 000 personnels. Voilà. Donc comme on le disait, sur 1,2 million, on est assez... on est plus qu'en deçà de ce que nous devrions effectivement employer. Et pour gérer, donc, de toute façon, 35 000 personnels qui se sont déclarés, que nous avons recensés, pour un objectif de au moins 60 000, il y a 31 correspondants handicap académiques
et 5 personnels au national. Donc il y a 36 personnes pour s'occuper dans l'administration centrale, 5. D'accord. Voilà. Et une personne par rectorat qui est correspondant handicap pour les personnels. Donc si on fait un ratio, ça fait 36 personnes pour 36 000 personnes et dans l'idéal, plus de 60 000. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes le ministère le moins doté, de toute façon. Hein. Nous sommes le ministère le plus nombreux et qui consacre le moins de personnel pour gérer ces questions d'handicap et d'inaptitude. Parce qu'effectivement, on peut être bénéficiaire de l'obligation d'emploi sans forcément avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais en étant inapte, alors pas forcément à toute fonction, mais inapte à certaines fonctions. Ça concerne effectivement assez souvent des enseignants qui sont donc potentiellement reclassés. Sauf que le reclassement d'un personnel enseignant est la plupart du temps dirigé vers des personnels administratifs. Sauf que là, le ratio aussi est parlant. C'est-à-dire que, effectivement, nous sommes 1,2 million, mais sur ces 1,2 million, il y a 900 000 enseignants à peu près. Donc on s'aperçoit très vite qu'on va difficilement pouvoir reporter tous les reclassements sur les postes administratifs. Et c'est une solution aussi de facilité qui n'est pas forcément, j'ose le dire comme ça, mais qui n'est pas forcément une solution choisie, mais bien souvent, malheureusement, une solution subie. Alors après, moi, je peux vous présenter, si vous voulez, rapidement comment se décline la politique handicap et d'inaptitude ministérielle. Allez-y, vous avez quelques minutes voilà, pour le si faire. j'ai quelques minutes. C'est le moment ou jamais. Si j'ai quelques minutes. Alors déjà, pour commencer, il y a 3 vous allez voir, c'est très structuré. Il y a 3 prérequis. Le premier prérequis, c'est la professionnalisation des correspondants handicap. Effectivement, la DGAFP, en mars, par une circulaire du 17 mars 2022, a institutionnalisé la fonction de référent handicap. Donc ça devient effectivement un métier en soi reconnu dans l'ensemble de la fonction publique. C'est d'ailleurs évoqué dans la loi de transformation de la fonction publique. Donc la première des choses, c'est effectivement accompagner déjà nos collègues qui sont correspondants handicap dans leur professionnalisation. Le second prérequis, c'est le recensement. Or là, sur le recensement, on se heurte à deux soucis, 2 écueils. Le premier, c'est un problème d'outils, parce que nous n'avons pas de système d'information de ressources humaines, de SIRH, unique, alors loin s'en faut, et alors performant, du coup, par voie de conséquence, encore moins. Bon, tous les collègues administratifs verront rapidement de quoi je parle. Et puis surtout, c'est qu'on n'a pas vraiment de levier incitatif pour que les personnels se fassent recenser. Ils n'ont pas, à part s'ils ont besoin vraiment d'un aménagement spécifique, effectivement, on ne les incite pas à se faire recenser. Ce qui est fort dommage parce que c'est un vrai enjeu, j'y reviendrai plus tard, mais ce qui est un vrai enjeu d'abord, sur l'image que l'on donne, bien évidemment, mais aussi ça devient un enjeu financier de plus en plus prégnant. Et ça, c'est le troisième prérequis, c'est le conventionnement avec le FIPHFP, avec le Fonds d'intégration des personnels handicapés de la fonction publique, puisque nous sommes effectivement, nous avons une convention. Alors nous, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, parce que le pilotage se fait aussi au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche, mais le conventionnement ne concerne que le périmètre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Alors ce conventionnement nous permet d'obtenir 4 millions d'euros annuels de la part du FIPHFP, en sachant que c'est utile, bien évidemment, mais ce n'est rien en comparaison des 45 millions d'euros que met le ministère justement dans sa politique annuelle
Mais sur ces 45 millions d'euros, 30 millions d'euros sont consacrés aux allègements de services. C'est la spécificité, et c'est une des spécificités dont à mon avis, là pour le coup, le ministère peut s'enorgueillir, d'avoir mis en place des systèmes d'allègement de services pour les personnels justement en situation de handicap, d'inaptitude ou qui ont des soucis de santé qui ne les ont pas forcément conduits jusqu'à ces situations. Ils bénéficient pour les personnels enseignants uniquement d'allègement de service. Alors c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une disposition c'est un dispositif qui est temporaire. Donc il ne faut pas non plus que ça devienne, c'est transitoire, et c'est normalement pour être en étant dans l'attente d'une autre solution. Voilà, donc alors ça, c'était les prérequis. Après, il y a plusieurs missions. Alors, la première, c'est l'information, la sensibilisation, la formation. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut nous permettre aussi d'effectivement avoir un meilleur recensement, puisque, effectivement, quand nous n'atteignons pas ces 6% de personnel que nous devrions avoir dans nos effectifs, qui sont des personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Le différentiel, nous le reversons justement au Fonds d'intégration des personnels handicapés de la fonction publique. Et jusqu'à présent, nous étions exonérés de ce reversement, notamment parce que nous financions les AESH. Sauf qu'il y a eu une réforme et que là, à partir de l'année 2021, nous avons commencé à payer une contribution au FIPHFP. Donc c'est une façon élégante de dire qu'en fait, nous payons une amende parce que nous ne respectons pas nos obligations, et qui a été de 15 millions là pour 2021 et qui, normalement, devrait être de 30 millions l'année prochaine. Donc je reboucle, d'où l'intérêt du recensement et l'intérêt aussi pour les personnels qui sont en situation de handicap ou d'inaptitude de se faire déclarer, parce qu'il est fort dommage que nous payons une contribution plutôt que d'utiliser cet argent à recruter et à mettre en place des aménagements. Enfin, moi, il me semble. Oui, c'est une vraie incitation, en fait. Voilà, ça, c'est la première. Voilà. Oui. Alors ensuite, l'autre mission, effectivement, est dans le recrutement. Alors là, nous avons des outils qui, d'ailleurs, doit le reconnaître, bien antérieurs à la loi de 2005, puisqu'il y a un décret spécifique, le décret de 1995, qui permet de recruter des personnels bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Mais là, encore, malgré tout, on peine un peu à s'en servir vraiment. Et il y a assez peu de recrutement, au fond, puisque c'est à peu près, c'est un peu moins de 600 personnels qui sont recrutés par an, pas en général, pas par ce décret. Et bon, c'est fort dommage, mais peut-être aussi parce que effectivement, on recrute, mais on va un peu on recrute comme on recruterait un autre personnel. Voilà. Donc, au final, on ne prend pas vraiment, on ne prend pas vraiment forcément en compte la situation particulière de ce type de recrutement. C'est-à-dire qu'on se contente de se dire c'est une voie réservée, une voie spécifique de recrutement, mais on s'arrête au recrutement. Et on ne met pas en place suffisamment tous les dispositifs qu'on pourrait pour accompagner ce type de recrutement. Et surtout, ce qui est encore plus dommage en termes de recrutement, c'est qu'on ne s'est pas saisi de la possibilité de recruter des apprentis en situation de handicap. C'est l'article 91 de la loi de transformation de la fonction publique. Et alors, on s'en est tellement pas emparé que, pour tout vous dire, on en a eu 2 sur l'ensemble de nos académies.
Et là aussi, c'est fort dommage parce que c'est un dispositif qui est très intéressant et qui pourrait être mieux exploité. Merci Anne, je vais être obligée de vous frustrer et de vous arrêter là. Si effectivement vous nous montrez tous les paradoxes de ce grand ministère qui est celui de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Alors merci à tous les quatre pour ce premier tour d'horizon. Nous allons à présent vous faire réagir, vous, nos auditeurs, nos auditrices, que vous soyez ici ou dans les régions, avec vos remarques, vos questions que vous avez pu envoyer au 06 25 28 05 08. Et je vais donc laisser la parole à Awa et Pascal pour nous livrer quelques questions et aussi nous dire à qui elles sont destinées parmi nos 4 invités. Et aussi vous dire que nous avons un peu plus de 15 minutes, allez, 16 minutes pour ce temps d'interaction, puisque je voudrais pouvoir leur redonner aussi la parole une dernière fois pour nous donner leurs conclusions. Oui, merci Béatrice. Donc, merci à toutes et tous pour vos interventions. Donc, beaucoup de réactions par SMS, des remerciements, des remarques sur vos retours. On peut commencer par Monsieur Boiteux. Donc, il y a eu des demandes de reprécision ou de transmettre une définition du rôle d'un agent d'accessibilité. Voilà, je pense que dans les différentes régions, les collègues ont des demandes sur ce sujet. Ça a fait aussi l'écho de ce que certains ont pu vivre dans leur région, puisqu'un collègue de Montpellier nous dit que ça a été évoqué ce matin. Sur cette question des agents d'accessibilité, une remarque sur le fait que peut-être quelque chose à penser en lien avec les enseignants spécialisés. Un collègue de Sisteron pose la question de savoir s'il ne faudrait pas remettre des enseignants spécialisés maître G en lien avec ces fonctions-là. Je vous laisse réagir si vous avez des éléments. Le petit bouton rouge. Oui, merci. Quoi ajouter sur ces agents d'accessibilité? Eh bien, que l'idée, c'est de mettre en place une filière métier qui prend en compte justement et des ajouts sur le référentiel, mais également une intégration à la catégorie d'assistants éducatifs, une progression possible dans l'emploi d'assistants éducatifs et également de référents ou agents d'accessibilité référents, c'est-à-dire qu'on peut aussi trouver cette proposition-là, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en train de se construire. C'est en train de se construire. On a été entendu un petit peu par le précédent ministre et on est en train de demander des rencontres avec le nouveau pour essayer de développer ça. Mais par contre, nous sommes tout à fait intéressés par avoir toutes les remontées pour pouvoir redonner dans cette proposition des remontées des collègues de chaque réseau pour pouvoir nous aider à la construire, à la conforter. En tout état de cause, c'est pour nous une façon de se dire école inclusive, il faut plus laisser monter en puissance le nombre d'AESH au jour d'aujourd'hui. Il faut le travailler autrement. Il faut complètement le travailler autrement et il faut du coup créer, avoir une intelligence collective pour pouvoir donner des solutions qui fassent école inclusive. Voilà. Merci. Awa, tu avais d'autres questions? Oui, on continue. Alors, Anne Barbero, si vous pouvez nous donner quelques éléments, parce qu'il y a eu pas mal de questions de nos collègues sur le rôle du référent handicap, sur également une question concernant notre ministère qui ne respecte pas la règle des 6%. Est-ce que il y a des sanctions qui sont données à notre employeur ou encore des difficultés de collègues à joindre leurs correspondants en handicap. Donc, est-ce que vous avez des éléments sur ces questions-là? Merci Anne. Alors, comme je disais, effectivement, il y a un correspondant handicap par académie, quelle que soit la taille de l'académie. Donc, effectivement, il y a des académies où ça peut être un peu plus compliqué que d'autres d'arriver jusqu'au correspondant handicap. Ceci étant, sur le site du ministère,
il y a une carte interactive qui permet d'identifier son correspondant handicap. Dans certains rectorats, ils ont aussi des relais départementaux, c'est-à-dire qu'ils ont des relais de référents par des SDEN. Donc ça peut être aussi une façon de contacter que de s'adresser à sa propre DSDEN. Voilà, alors sur l'obligation, sur le non-respect de l'obligation d'emploi, je l'ai évoqué peut-être un peu rapidement, mais la première sanction, en fait, elle est financière. Puisque comme je le disais, 2021, 15 millions d'euros, 2022, sans doute le double. Et encore, si nous ne chutons pas encore en termes de pourcentage. Donc là, l'idée, c'est surtout effectivement que chaque personnel se rende compte que s'il peut être recensé, en fait, il contribue à ce que le ministère puisse donc satisfaire à son obligation d'emploi et qu'il puisse utiliser cet argent plutôt à les accompagner tout au long de leur parcours professionnel, plutôt que de le verser, alors soit à un pot commun fonction publique qui sera réutilisé différemment, mais c'est quand même mieux de se dire, c'est du gagnant-gagnant, de se dire je vais me faire recenser, ça va me permettre moi de pouvoir être mieux accompagné en identifiant son correspondant handicap académique, effectivement, mais ça, alors comme je vous le disais, hein, c'est très simple, sur le site ou dans chaque organigramme, généralement, de toute façon, le correspondant handicap est relié au RH, hein, à la DRH. Voilà. Merci Anne. Merci Anne. On avait aussi, Béatrice, beaucoup de réactions et de questions pour notre collègue Jean-Louis Garcia. Donc, du côté de Château-Renard, pas mal de questions sur les AESH, sur des réflexions peut-être à mener sur le fait de les spécialiser. Lorsqu'une AESH s'est formée sur un trouble comme l'hyperactivité, voilà, pourquoi ne pas aller vers la spécialisation. Des questions sur l'école maternelle qui accueille beaucoup d'enfants qui parfois ne sont pas encore diagnostiqués ce qui conduit à des relations parfois difficiles avec les familles et des interventions aussi, M. Garcia, sur la complémentarité entre l'éducation nationale et le médico-social dont vous avez parlé et sur la possibilité, quelle en est la réalité localement dans les différents territoires. Merci. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai partenariat médico-social scolaire? J'ai envie de dire aujourd'hui c'est une utopie qu'il faut faire passer dans la réalité. Une question qui ne m'est pas posée mais à laquelle je souhaite répondre. Comment un enfant en situation de handicap, ça rejoint ce que tu disais, qui va à l'école et n'a jamais ou rarement face à lui ou dans sa classe un enseignant en situation de handicap. Comment il peut se projeter dans sa vie future en se disant « ça c'est possible, je peux devenir, au-delà de mon handicap, un enseignant ». C'est rare. C'est rare. Or, la construction de l'enfant, elle se fait aussi par projection par rapport aux adultes qu'il rencontre. Le partenariat, par exemple, hein, mais je disais tout à l'heure, les exemples sont rares. Dans le Lot, nous avons travaillé avec un inspecteur spécialisé, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon acronyme. ASH. Voilà. La question qu'il se posait, c'est les AESH, est-ce qu'ils sont bien dans cette relation d'aide et pas de faire à la place d'eux? Et donc, nous avons délégué une équipe un peu dans le style analyse des pratiques, donc on n'était surtout pas sur le jugement, regarder ce qui se passe et ensuite travailler avec les AESH en question, les enseignants bien évidemment, de façon à renvoyer en miroir ce qui s'était passé et les moments, parce que bien sûr que quand on voit un gamin qui a du mal à écrire, si on n'est pas formé, et qu'on n'a que sa bonne volonté pour accompagner, on peut se retrouver dans la situation de prendre le stylo à la place d'eux et d'aider le gamin. Donc ça passe par la formation. Moi, j'ai envie de dire aussi,
je participe ou j'approuve ce que vous dites sur la formation ensemble. Les AESH, les enseignants, et je rajoute, nous le pratiquons à la page, les personnes en situation de handicap. Quand dans une formation de nos collaborateurs, nous mettons des personnes en situation de handicap avec un statut de formateur, une indemnité, un contrat que nous signons, ça change complètement la formation. Sur l'école maternelle, historiquement, c'est à l'école maternelle qu'on a vu arriver les premiers enfants en situation de handicap, où les parents ont poussé. Il y a eu des organisations parentales qui ont poussé fort pour que des petits trisomiques rentrent dans ces écoles. Ce qu'on voit aujourd'hui avec les autistes, c'est que ce que l'État met en place avec les unités d'enseignement maternel, c'est exemplaire. Sauf qu'il n'en faut pas 1 ou 2 ou 3 par département. Donc ça rejoint la question des besoins, des moyens. 2, une fois qu'on a fait l'unité d'enseignement maternel, aujourd'hui on met en place des unités d'enseignement élémentaire. Ce qu'on nous dit, et ça nous semble plein de bon sens, c'est qu'il ne faut pas créer une filière à part. Très bien. Mais quels moyens on va donner derrière pour que ces jeunes, ils restent autistes, hein. Le handicap ne s'efface jamais. On trouve des solutions, on le compense, on organise les accompagnements, mais le handicap reste. Comment ces enfants qui peuvent progresser dans le parcours scolaire, et c'est vrai qu'il faut parler de trajet, de parcours, et ne pas voir les choses petit morceau par petit morceau, comment les collègues de l'éducation nationale sont aidés dans les classes qu'ils dirigent pour que les choses avancent bien. Ça pose la question du diagnostic. Si on parle des enfants autistes, on sait qu'on a besoin absolument d'un diagnostic précoce dans les 18 premiers mois de la vie de l'enfant. Et plus on diagnostique tôt, plus on peut peser. J'arrive de Mayotte où nous gérons un IME où nous accueillons des enfants autistes. Je vais mettre des guillemets parce que le mot n'est pas joli, mais nous récupérons des jeunes qui ont 12-13 ans, autistes, qui n'ont jamais vu qui que ce soit pendant 12-13 ans. C'est impressionnant l'état dans lequel se trouvent ces jeunes. Ce sont des gamins qui ont des comportements. Moi, j'ai du mal à le qualifier parce que ça me fait mal quand je les vois. Donc, on voit bien aussi que si on n'est pas en capacité d'organiser les choses très, très tôt, ben on va surindiquer et rendre les choses encore plus compliquées dans l'accompagnement derrière. Or, c'est à l'école qu'on construit la société. C'est à l'école qu'on construit la société de demain. Et donc, l'école d'aujourd'hui, elle doit être en capacité d'accueillir. Mais il ne faut pas mettre l'école d'aujourd'hui en difficulté parce qu'on ne lui donne pas les moyens d'organiser les choses. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Vieux militant, de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des fractures qui, à terme, vont faire de ces jeunes que nous poussons, parce que ça nous semble important, en faire finalement les victimes des carences de l'État, parce qu'à un moment donné, il y a carence de l'État. Une dernière réaction, question? Oui, on s'excuse parce qu'il y a beaucoup de questions de la Somme, en Vendée, un peu partout en France. Et évidemment, vous verrez qu'on ne pourra pas répondre à tout, mais pour Madame Midley, il y avait une question sur... vous avez parlé de la culture commune, mais les collègues s'interrogent sur le financement, le temps pour acquérir cette culture commune. Comment aussi, quelles mesures concrètes permettraient davantage de coopération entre les services, voilà, si vous pouvez intervenir sur ce point et remercier vraiment les participants. On n'a pas répondu à tout, mais c'est un vaste sujet. Merci. Merci. Alors, sur la question de culture commune, je ne suis pas sûre que ça demande tant de financement que ça, parce que quand on va regarder ce qu'il y a dans le référentiel de formation des enseignants, dans le référentiel de formation des éducateurs spécialisés et des autres formations, franchement,
il y a quasiment 30 heures, c'est exactement la même chose. Il suffirait juste de mettre tout le monde au même endroit. Déjà. Je ne suis pas sûre que ça coûterait beaucoup plus cher. Mais par contre, je pense que ce serait fondamental de passer par là, ne serait-ce que pour que les uns et les autres, en fait, finalement, connaissent les missions de l'autre, le champ d'action de l'autre, le vocabulaire utilisé par l'autre, ce qui permettrait, par exemple, c'est anecdotique, mais peut-être pas tant que ça, d'arrêter de parler de secret professionnel, mais d'être dans le secret partagé. Déjà, ce serait pas mal. Alors, je vois beaucoup de oui en face de moi. Vous voyez de quoi je parle? C'est vrai qu'à un moment donné, finalement, moi, en tant qu'enseignante, je mets des guillemets, rien à faire du quotient intellectuel, etc. et tout, du jeune que j'ai en face de moi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui l'empêche de rentrer dans les apprentissages et quels sont les éléments qui, moi, vont me servir pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et ça, si déjà on parle la même chose et qu'on est formé au même endroit, déjà, je pense que la première étape, en fait, finalement, serait largement franchie. Et enfin voilà, pour moi, ça, c'est le démarrage. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question, mais si on n'a plus le temps, vous me dites. Oui, je crois que j'ai oublié aussi. Non, c'était quoi, la culture commune? Et puis ensuite, quel temps? Sur quel temps? La formation initiale, c'est largement faisable. Formation continue, finalement, dans tous les secteurs professionnels, il y a de la formation continue. Mais ça voudrait dire un dialogue entre ministères pour faire des formations interinstitutionnelles, intercatégorielles. Ce sont des expérimentations qui existent de manière très parcellaire, mais qui ont montré, en fait, leur efficacité. Et là aussi, qui ne demandent pas forcément des moyens extraordinaires que de prévoir un bon buffet, un bon café. Et puis, au final, les gens vont se parler et il va se passer quelque chose. C'est un petit peu ce qu'on fait partout aujourd'hui en France. Hein. Et on va expliquer ça à nos ministres différents. Alors justement, pour finir et pour conclure ce temps d'échange et d'informations partagées, je vous pose une seule question, la même à chacune et chacun d'entre vous, avec 1 minute pour répondre. Vous savez que le ministre Pape Ndiaye a dit vouloir écrire l'acte 2 de l'école inclusive. Alors, selon vous, par quoi il devrait commencer? Quelle est la priorité des priorités pour mieux réussir l'éducation inclusive? Peut-être, Julia, vous aviez la parole, vous pouvez la garder. Allez, imaginez qu'il est là et qu'il nous écoute, qu'il a chopé notre lien Zoom. Ouh, c'est ambitieux, mais pourquoi pas. Alors moi, je dirais, et je vais être un peu provocatrice, de prendre garde aux violences symboliques du quotidien. C'est-à-dire vraiment prendre le temps de voir les apprenants que l'on a en face de soi et non pas la catégorie besoin éducatif particulier. Je ne la nie pas, hein, on est bien d'accord, mais de vraiment penser que c'est un apprenant qu'on a en face de soi et que finalement, avoir des difficultés à apprendre, on est obligé de passer par là pour apprendre. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, ne pas créer des différences plus que nécessaires, ce qui nécessite de s'intéresser à l'accessibilité des apprentissages de manière très générale et pas forcément le côté compensation en premier lieu. Merci, Julia. Monsieur Le Boiteux, la priorité des priorités? Oui, elle est dure, votre question. Ah bah oui, il faut faire des choix, il faut renoncer, forcément. Ouais, moi, je vais essayer de ne pas trop répondre à côté, mais je pense que je vais répondre un peu à côté. Plusieurs choses. La première, je parlais tout à l'heure de la transformation de l'école. C'est la priorité des priorités et accompagner, bien évidemment, d'une transformation du métier des AESH tels que je les avais développés. Le deuxième chose... Là, vous n'êtes pas à côté. Hein. La priorité, pas deux choses. Allez, bien tenté, allez-y. Ouais, alors, écoutez, je vais en supprimer deux, mais je vais au moins garder. J'ai eu la chance de participer pendant 2 ans dans plusieurs départements à des formations dites croisées. Remarquable la formation croisée, c'est-à-dire que c'est des professionnels de l'éducation nationale, du médico-social, à l'époque c'était des MDPH, qui travaillaient ensemble et qui avaient une formation ensemble. Et là, on arrive à coopérer, me semble-t-il. Et enfin, dernier point, la question du ministère unique. Recommandation de la CIDPH, de l'ONU, c'est pas si idiot que ça. Merci beaucoup. Monsieur Garcia?
Alors moi je dirais, mais ça rejoint tout ce que je dis depuis le début, hein, sortir du dogmatisme, regarder les réalités en face, faire vivre la coopération. Parce que je préside un réseau militant et parce que vous êtes des militants, il y a des associations APACH dans tous les départements. Travaillons ensemble. Merci, Monsieur Garcia. Anne Barbero, même question. Alors moi, je conclurai avec, moi aussi avec mon propos d'introduction. C'est que pour moi, pour réussir l'école inclusive, il faut un devoir d'exemplarité. Il faut que nous montrions déjà l'exemple en faisant de l'inclusion pour nos personnels, en accompagnant tout au long du parcours professionnel, surtout dans un contexte d'allongement des carrières, et aussi et surtout en recrutant, et notamment des jeunes diplômés, et en leur faisant voir que c'est possible de travailler correctement chez nous. Merci Anne Barbero. Un grand merci à vous quatre, Anne, Dominique, Jean-Louis, Julia. Merci, oui, vraiment. Je voulais vous dire que l'UNSA Éducation s'engage à faire aussi un retour par écrit de tout ce que nous avons pu entendre dans cette table ronde, mais aussi de l'ensemble de l'expertise professionnelle qui a été partagée tout au long de cette journée dans les 30 lieux qui se sont connectés cet après-midi à notre table ronde nationale. Nous avons un magnifique outil qui s'appelle Questions d'éducation. Il y en paraît 3 par an et le prochain sera consacré à la question qui nous a occupés aujourd'hui toute la journée, société inclusive et l'éducation dans tout ça. Et pour finir, le mot de la fin, il revient à notre secrétaire général, Frédéric Marchand, que j'invite à venir à ma place. Merci, merci Béatrice. D'abord, merci à nos 4 invités pour ces échanges, même si vous aurez sûrement des frustrations aussi sur ne pas pouvoir avoir été aussi loin que vous l'auriez souhaité. Et pareil, merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions, de la façon dont elles ont été retransmises aussi. Elles nous aideront, on travaillera aussi à partir des questions qui ont été posées, dans ce que Béatrice aussi a dit, pour en tirer aussi des conclusions, des éléments qui nous aideront. Je voudrais, ce qu'on vient de faire là, c'est une innovation pour nous aussi de ce qu'on a tenté aujourd'hui, c'est-à-dire que 30 lieux quand même, plus de 1000 participantes et participants aussi sur ces 30 lieux différents. C'est, Béatrice l'a dit, mais je le redis, c'est ces regards croisés entre personnels, collègues de différents métiers aussi, qui nous permettent d'avoir ces regards, ces partages d'expériences, ces propositions aussi de solutions, ces échanges, ces débats qui nous seront utiles. On ne retiendra sans doute pas tout. Il y a des choses qui nous apparaîtront à ne pas reprendre, mais il y a aussi des choses qui nous apparaissent utiles et nécessaires. Et on ne l'a pas dit, mais nous, depuis l'arrivée, depuis des mois et des mois, on porte ce sujet de la question de l'inclusion et par le prisme aussi de l'éducation. Mais depuis l'arrivée de ce nouveau ministre, il ne s'est pas passé une rencontre avec Pape Ndiaye ou avec son cabinet sans qu'on aborde le sujet, même quand ce n'était pas la thématique de la réunion en question. Et Béatrice est à peu près aussi persévérante que moi, donc quand elle rencontrait aussi le cabinet, même y compris pour d'autres réunions, on en profitait pour essayer de leur glisser ces éléments-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça faisait écho aussi à d'autres demandes. Je vois des responsables de syndicats qui faisaient des courriers, qui faisaient d'autres demandes aussi. La cohérence de notre fédération, ça a bien été de faire en sorte que ce ministère s'en saisisse aussi, qu'il comprenne ce côté. Alors je te remercie Jean-Louis pour l'alerte que tu passes, que je partage complètement sur ce risque à un moment donné d'un rejet aussi, de quelque chose qui soit dangereux, qui n'est pas ce que nous souhaitons porter au niveau de l'UNSA Éducation. Nous souhaitons la réussite de l'école inclusive. Mais on peut avoir ce risque de rejet à un moment donné, il est fort, et ce risque-là, ce serait de ne pas apporter de réponse
de réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les personnels que nous représentons au sein de l'UNSA Éducation, mais vos difficultés, ce qui se passe exactement dans les classes, dans les établissements, dans les services aussi, par rapport à ces questions-là et ces questions de l'inclusion. Donc, trouver des solutions, apporter des réponses, c'est quelque chose d'important et nous, on s'y emploie. Alors, il y a une série de groupes de travail qui vient de s'ouvrir. On travaille aussi en bilatéral à porter et à proposer, nous aussi, des pistes pour avancer sur ces sujets-là. Parce qu'on a cette responsabilité en tant que professionnel de l'éducation de réussir cette inclusion. Voilà, je le redis, c'est vraiment important pour nous. Aujourd'hui, il y a 400 000 enfants scolarisés en situation de handicap. Il y en avait 325 000 en 2017. Voilà, on voit l'augmentation et on voit aussi que le nombre d'AESH augmente très très fortement et très rapidement. On est aujourd'hui on était à 125 000 en 2021. On peut estimer qu'on est à plus de 130 000 aujourd'hui. On n'était qu'à 81 000 AESH en 2017. 35% de plus aujourd'hui, c'est quand même très conséquent. Et on voit le volume de personnel que ça représente aussi et auquel on doit apporter des réponses. Je crois qu'il y en a aussi dans la salle, hein, mais auquel on doit proposer des accompagnements, un statut nettement meilleur, une formation. Voilà, il faut trouver des solutions aussi par rapport à ces personnels-là et c'est vraiment important. Et le fait de donner des chiffres, je ne veux pas le faire comme le fait parfois le ministère, de dire que le fait qu'on augmente, c'est qu'on réussit l'inclusion. Nous, on est aussi sur l'aspect qualitatif à un moment de cette inclusion-là. Jean-Louis le disait tout à l'heure aussi sur le fait que certains jeunes on doit réussir à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils vivent bien, à ce qu'ils progressent. Et ce n'est pas juste à un moment donné de se dire on est en classe qui fait progresser. C'est quel accompagnement, quelle réussite on permet et que le jeune se sente bien en tant qu'enfant, en tant qu'élève aussi au sein de sa classe et que les interactions, y compris avec les autres élèves, les autres enfants, les autres jeunes, se passent bien aussi et qu'on ait cette inclusion-là et qu'on la gagne. C'est des choses qui sont absolument essentielles. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup trop de ratés, beaucoup trop de difficultés et il se pose effectivement aussi la question des moyens. Ces chiffres, ils ont aussi tendance à mobiliser l'attention au concept d'inclusion sur la seule question du handicap. Alors que l'enjeu pour nous de l'éducation inclusive est bien plus large et de nombreux défis restent aussi à relever pour éliminer toutes les discriminations qui peuvent être liées au genre, à l'origine sociale, raciale. Le système éducatif est confronté aussi à l'altérité. Sa mise en accessibilité ne peut que se composer de réponses multiples qui concernent bien tous les temps de l'enfant et du jeune. Pour l'UNSA Éducation, cela passe par le partage des responsabilités pour une meilleure réussite aussi de l'éducation inclusive qui se doit de réussir en quantité et en qualité. Il est nécessaire de consolider et généraliser, on en parlait, la formation des personnels et en collectif intermétier pour partager les préoccupations de chacun et chacune dans ses missions. L'école inclusive, ce n'est pas, on le disait, seulement une présence à l'école, mais cela doit conjuguer aussi présence, participation et réussite pour viser une insertion dans la société du citoyen lorsqu'il sortira aussi du système scolaire. Un élément dont on a peu parlé ici aussi, on s'est concentré souvent sur la partie scolaire, mais quel accompagnement des jeunes quand ils sortent du système scolaire, qu'ils continuent leurs études à l'université, par exemple. Aujourd'hui, c'est un des grands angles morts aussi, plus encore que dans l'accompagnement presque vers l'engagement dans le champ professionnel. C'est encore moins pensé aujourd'hui, cet accompagnement dans les études, et c'est quelque chose aussi d'important. C'est aussi penser, et on l'a abordé avec Anne Barbero ici aussi, c'est aussi penser l'inclusion des personnels en situation de handicap. Et un élément sur lequel je voudrais insister qu'on a peu abordé, c'est aussi celui de leur donner aussi les moyens, les outils, les accompagnements aussi nécessaires à l'exercice de leur mission et de leur profession. Enfin, voilà, pour avoir vu des enseignants aveugles, par exemple, si on ne met pas les éléments nécessaires et l'accompagnement nécessaire pour qu'ils puissent enseigner, ça ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, on est encore parfois dans ces situations-là. Et c'est quelque chose
chose d'absolument important sur lequel nous devons agir. C'est aussi l'inclusion, c'est aussi la question de l'accès aux loisirs, de l'accès, je connais l'engagement de certaines et certains ici pour l'accès au sport aussi, l'accès aussi aux vacances aussi à un moment donné. C'est des choses qui sont essentielles. Alors on va avoir besoin de travailler sur plus de collaboration. Moi, j'ai envie de vous dire que vous pouvez compter sur l'UNSA et ses syndicats pour porter réellement auprès du ministère, auprès du gouvernement, même plus largement, parce que ça n'est pas concerné que seulement les ministères éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et jeunesse et sport. Ça va bien au-delà aussi ces questions-là, de porter auprès de ce gouvernement aussi la nécessité d'agir, la nécessité de se donner les moyens, d'avoir cette volonté-là, parce qu'on souhaite, oui, on souhaite vraiment réussir l'inclusion de toute notre jeunesse et l'inclusion plus généralement, on souhaite réussir cette société inclusive et ça fait partie des valeurs que nous défendons et de ce que nous souhaitons absolument porter et nous le dirons, le redirons et avec force auprès de nos décideurs politiques. Voilà, je voulais une dernière fois aussi remercier vraiment l'ensemble des participantes et participants à cette journée parce que vous avez pris aussi de votre temps pour venir croiser ces regards entre personnels de lieux et de milieux différents. C'est important, ça nous enrichit aussi au niveau de l'UNSA Éducation et on tirera des choses importantes de ces travaux. Donc merci à vous toutes et tous et bonne fin de journée, bonne poursuite de votre journée.